Le 22 septembre 2024, Priscilla Ocheme, une jeune Nigériane de 28 ans, disparaît sans laisser de traces. Et ce, après une simple visite chez un ami. Que dis-je? Et ce, après une simple visite chez un homme qui l'a longtemps harcelé. Qu'est-ce que Priscilla est allée chercher chez un homme qui l'a longtemps harcelé? La question reste posée. C'est une journée ordinaire. C'est un dimanche comme elle en a l'habitude, jusqu'à ce qu'elle ne rentre jamais. Et voilà maintenant que quelques jours après, elle est retrouvée dans des circonstances aussi troublantes qu'inexpliquées. Qui était Priscilla Ocheme? Pourquoi une jeune fille aussi pleine de vie, aussi pleine d'ambition, a-t-elle été arrachée à ce monde de façon si brutale? Que s'est-il passé entre le moment où elle a franchi la porte de cet ami et le moment où son nom est devenu une affaire criminelle? Dans cet épisode, nous plongeons au cœur d'un mystère glaçant entre silence, zone d'ombre et une famille en quête de vérité. Et maintenant, laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement une histoire de disparition, non. C'est également une histoire d'une vie interrompue et surtout d'un drame qui refuse littéralement de livrer tous ses secrets. Bonjour dear Lovely Gobécha, comment est-ce que tu vas? J'ose croire que tu te portes à merveille. J'aime également à penser que le soleil danse encore dans tes pensées. Et si par hasard le ciel s'alourdit, souviens-toi qu'ici, nous sommes entre nous. Souviens-toi également qu'entre nous, dear Lovely Gobécha, c'est l'amour, la joie et de la bonne humeur. Sur ce, dear Lovely Gobécha, tu vas t'asseoir gracieusement comme je le suis actuellement. Tu vas te prendre quelque chose à boire et à grignoter. Tu vas surtout, mais surtout, me lâcher ton plus gros pouce bleu en l'air. Quand je le dis, vous ne le faites pas. J'ai également constaté un truc. Vous aimez bien les histoires paranormales. Ne vous inquiétez pas, nous allons nous arranger dans ce sens-là. Dear Lovely Gobécha, comme je l'ai tantôt dit, prenez-vous quelque chose à boire et à grignoter et surtout, mettez-vous dans le mood de la story parce que moi, j'y suis déjà. L'histoire de Priscilla Ocheme ne peut être dissociée de son ancrage nigérian, bien évidemment que non. De ce fait, pour comprendre l'ampleur de ce drame, il est d'abord très important de comprendre la singularité de ce pays souvent surnommé le géant d'Afrique. Si le Nigeria impose sa puissance par sa démographie et son économie, laissez-moi vous dire qu'il est aujourd'hui le théâtre de contrastes brutaux, très brutaux même, derrière ses ressources pétrolières et son dynamisme de façade. Le Nigeria demeure profondément fragilisé par une corruption persistante. J'ai envie de dire l'un des pays africains les plus corrompus après le Cameroun et aussi par une insécurité très élevée. Selon maintenant le Global Peace Index, le Nigeria figure parmi les pays les moins paisibles au monde et ce avec un niveau important de crimes violents et d'activités terroristes. En fait, je ne voulais pas bien prononcer pour ne pas que YouTube vienne ici me dire « Oui, tu as dit terroriste ». Donc, vous me comprenez en fait. Quant à Numbeyo, il attribue au Nigeria un indice de criminalité de 66,64%, l'un des plus élevés au niveau mondial. Et une fois de plus, laissez-moi vous dire que dans certaines régions, les déplacements sont interdits et ce en raison des menaces majeures, comme le terrorisme lié à Boko Haram et à l'État islamique dans le nord-est. Et pour ceux-là qui me suivent attentivement sur cette chaîne, vous savez également que les enlèvements contre rançon ou à caractère rituel sont fréquents dans le nord du pays et dans le delta du Niger. Dear Lovely Gobécha, je pense avoir suffisamment posé un climat de peur. Maintenant que cela est fait, je propose qu'on revienne à l'histoire de Priscilla Ocheme. Priscilla Ocheme est née le 2 février 1996 à Abuja au Nigeria. Elle était la quatrième d'une fratrie de 5 enfants. L'émotion reste vive lorsque sa mère, âgée aujourd'hui de 60 ans, évoque le souvenir de celle qui était autrefois sa fille avant un long silence. Avant ce long silence, je voulais pour ainsi dire. Le destin de la famille Ocheme bascule alors que Priscilla n'a que 4 ans. Son père décède brutalement et pendant 24 ans, la matriarche Ocheme assume
porte seul sur son dos le poids du foyer, assumant avec une force de lion le rôle de père et de mère. Son combat, offrir à ses enfants l'excellence en les inscrivant, et ce, en les inscrivant dans des établissements de prestige. I felt as if I should be in the same mortuary with my daughter right now, because she was my companion, she was a friend that I can confide in. She was 4 years when the father died. She has never lived anywhere except school. And during holiday, she stays with me. She was a kind of child that doesn't go out. I took pain to train my children. Then somebody will say she should not be on this planet Earth when God have not said she should go. For me to take care of my children, to make sure that they are educated, then close to her breakthrough, somebody will come and eliminate my child like that. In fact, to the last of my blood, I will continue to seek for justice for my daughter. Et personnellement, non, pas personnellement, d'après les écrits, d'après les articles, le parcours scolaire de Priscilla en témoigne. Après sa maternelle et son primaire à Lavougue International, une école de prestige, d'après même le nom, elle est entrée à la Sokoga British Secondary School, une école de prestige une fois de plus, d'après même déjà le nom, de 2008 à 2013. Et après son baccalauréat, elle s'est inscrite en santé publique. Oh my God, qu'est-ce qui m'arrive? Je voulais pour ainsi dire, elle s'est inscrite en santé publique à la Madonna University, la première université privée catholique du Nigeria, où elle a fréquenté seulement 2 ans et vous allez comprendre pourquoi. La famille Ocheme n'aurait jamais imaginé que le dimanche 22 septembre 2024 allait être le dernier jour où elle verrait, entendrait ou même parlerait à Priscilla. Priscilla elle-même n'aurait jamais sans doute imaginé que ce jour-là allait marquer sa dernière journée parmi les vivants, même si on le lui avait dit. Ce dimanche de bonheur, elle prépare du riz sauté, communément appelé au Nigeria jollof rice, et ce, dans la chaleur de la cuisine familiale. Après le repas, la maison se vide progressivement. Sa mère se prépare pour l'église. Ses frères et sœurs partent chacun pour leurs occupations. Priscilla reste seule à la maison. Mais quelque temps après, elle ferme la porte derrière elle. Elle a un rendez-vous. Destination chez Richard Omoba, un ami de la Madonna University. Et là, le décor, il est posé. Où se trouve le danger? Où se trouve le malaise? Où se trouve exactement le nom dit? Eh bien, il est là, juste devant nous, et il s'appelle Richard Omoba. Derrière ce nom se cache en réalité Elvis Ekusweyi Ize, 30 ans et originaire d'Oredo, Bénin, dans l'état de quoi? Donnez-moi quelques instants, je vais regarder. Dans l'état d'Edo. Ok. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God Bishop, vous allez m'excuser pour cet oubli. Oredo, Bénin se trouve dans l'état d'Edo. Et à première vue, son profil n'inspire aucune méfiance. Richard était un ami bien connu de la famille Ocheme qui rendait fréquemment visite à Priscilla à leur domicile familial. Tout comme Priscilla lui rendait également fréquemment visite à leur domicile familial. Mais derrière cette amitié, laissez-moi vous apprendre que se cachent les racines d'un malaise troublant. Et tout commence quand Priscilla n'a que 17 ans. Un jour, la mère de Richard appelle Madame Ocheme, la mère de Priscilla, pour lui faire une confidence pour le moins inhabituelle. Elle lui dit comme ça que son fils est éperdument amoureux de Priscilla et qu'elle aimerait bien que Priscilla devienne sa belle-fille. Elle aimerait plus que tout que Priscilla épouse son fils. Oh my God, à quel âge? Et les enfants fréquentent encore. Vous l'avez très bien compris, la réponse de Madame Ocheme ne se fait pas attendre et elle est frappée au bon point du sens. Antizamba, ma sœur, qu'est-ce que tu me racontes comme ça? Les enfants sont encore très jeunes et en plus de cela,
Laissons-leur le temps de terminer leurs études. Cet échange en apparence anodin semble pourtant avoir été le déclencheur d'une rupture brutale. Peu de temps après, le comportement de Priscilla a radicalement changé. Sans fournir aucune explication, elle a quitté la Madonna University. Elle s'est également fermement opposée à l'idée d'y remettre les pieds et elle s'est enfermée dans un silence total sur les raisons de son départ. Et quand elle a fini par ouvrir la bouche, quand elle a fini par accepter de briser le silence devant sa mère, laissez-moi vous dire que ces mots étaient lourds de sens. Maman, si tu ne veux pas que je meure, s'il te plaît, ne me force pas à retourner là-bas. Ce n'est qu'après sa disparition que le voile est finalement tombé sur la raison du pourquoi elle a ainsi quitté la Madonna University. Daniel, son frère cadet et une amie proche à elle ont finalement jeté une lumière crue sur ce passé enfui. Apparemment, elle avait quitté la Madonna University à cause de l'oppression qu'elle subissait de la part de Richard Omoba. Pour ainsi dire, si Priscilla a fui la Madonna University, c'était pour échapper à l'emprise de Richard Omoba. Priscilla et Richard, ou plutôt Elvis, ne s'étaient plus adressé la parole depuis 2019 quand elle a quitté la Madonna University. Et quand Richard lui-même a quitté la Madonna University pour son service du National Youth Service Corps, un service militaire obligatoire pour tous les étudiants nigérians dans le but de servir leur pays. Mais au milieu de l'année 2024, après 5 ans de silence, le gars a réapparu comme une fleur. Elvis a réapparu comme une fleur dans la vie de Priscilla. Et de là, les appels se sont intensifiés. Il est revenu avec une intensité dévorante. Et pas seulement les appels, les messages également se sont intensifiés. De son côté, Priscilla reste distante. Richard est la toute dernière personne qu'elle aimerait revoir. Mais laissez-moi vous dire que Elvis ne lâche rien. Il n'abandonne pas. Et petit à petit, le gars s'impose dans son quotidien, guettant ainsi la moindre présence numérique de Priscilla. Sur Snapchat, il commente presque instantanément chacun de ses posts. Sur WhatsApp, il réagit dès qu'elle met à jour son statut. Et voilà comment Richard devient ainsi une présence constante dans la vie numérique de Priscilla. Laissez-moi vous dire qu'en dépit de tout ça, Priscilla n'a ni bloqué le numéro de Richard, ni ne l'a bloqué sur tous ses réseaux sociaux. Pourquoi? La question reste posée. Au mois d'août, la pression est montée d'un cran. Richard s'est mis à sonner le téléphone de Priscilla sans relâche, et ce comme si sa vie en dépendait. Un jour, alors qu'elle est en train de causer avec sa sœur Grace, son téléphone se met à sonner sans relâche. Oh oui, vous l'avez très bien deviné. Vous avez très bien deviné qui est en train de sonner ainsi le téléphone de Priscilla. Sa sœur Grace, inquiète, lui a dit: Priscilla, est-ce que tu peux s'il te plaît cesser de parler à ce garçon? J'ai un mauvais pressentiment le concernant. Laissez-moi vous dire que ce jour-là, Priscilla a promis à sa sœur Grace d'arrêter de parler à Richard. Mais comme vous le savez aussi, très souvent les promesses ne restent que des mots. Nous sommes maintenant le 21 septembre 2024. Ce jour-là, Priscilla reçoit un appel qui semble la bouleverser. Et immédiatement, son comportement change radicalement. Maintenant, question pour un champion. D'après vous, qui a sonné le téléphone de Priscilla? Une fois de plus, d'après vous, qui a pu mettre Priscilla dans cet état? Pour tous ceux qui ont répondu Richard Omoba ou encore Elvis Ekusweyi Ize, vous avez le point. Désolé pour le lapsus. Le jour suivant, c'est-à-dire le dimanche 22 septembre 2024, Priscilla décide de se rendre à Lugbe, un quartier d'Abuja, pour rencontrer Elvis. Et ce, après 5 ans de silence et sans le dire à personne. Pourtant, avant de se rendre à Lugbe, elle avait échangé plusieurs messages avec sa sœur Grace. Voilà qu'aux environs de 20 heures par là, Priscilla a pris son téléphone, elle a pris son iPhone, information d'ordre capital, pour demander un prêt d'argent à sa sœur Grace. Anti-Grace, peux-tu m'envoyer 10 000 naira et les ajouter à ma dette? Grace a accepté et a tenté la transaction. La transaction est restée en attente. Elle a même envoyé une capture d'écran à sa sœur Grace pour lui dire: voilà ça, j'ai essayé de faire la transaction, mais le réseau dérange. Et après ça, plus rien. Le lendemain matin, Grace découvre son téléphone rempli d'appels manqués. Elle se souvient que sa sœur lui avait demandé de l'argent.
Quand elle prend son téléphone, entre dans son application bancaire, elle constate que la transaction a été annulée. Elle renvoie l'argent et cette fois-ci, le transfert passe, mais seulement pas de réponse, pas de confirmation et pas de message de la part de Priscilla pour lui dire « Antigrâce, merci ». Cela semble très bizarre pour Antigrâce. Priscilla ne s'est jamais comportée ainsi. Priscilla ne s'est jamais comportée ainsi, je voulais pour ainsi dire le français de Molière. Attends un peu, elle me prend pour qui? C'est trop facile. Grace lance son numéro, mais seulement le téléphone de Priscilla semble être éteint. Elle relance son numéro, toujours rien. Là seulement, l'inquiétude grandit. Et là, Grace se souvient qu'elle lui avait dit avant de sortir qu'elle allait passer la nuit chez Faiza. Et là, Grace compose le numéro de Faiza. Vous savez quoi? Faiza lui dit, Grace, je suis désolée, mais Priscilla n'a pas dormi chez moi. Moi, personnellement, je suis à Abuja. T'es à Abuja comment? Essaye un peu de m'expliquer. Si tu es à Abuja, Priscilla a passé la nuit où? Et pourquoi est-ce que son téléphone ne sonne pas? Pourquoi est-ce que son téléphone semble être éteint? Grâce à la boule au ventre, et laissez-moi vous dire qu'elle a plutôt raison de s'inquiéter. Auparavant, Priscilla ne lui a jamais menti. Pire encore, Priscilla n'a jamais passé la nuit loin de son appartement et loin du domicile familial. Voilà comment elle va de nouveau prendre son téléphone et lancer le numéro de Daniel, leur frère cadet. Elle lance son numéro parce que Priscilla et Daniel étaient vraiment comme les doigts de la main. C'étaient les deux meilleurs amis en plus d'être frères et sœurs. Ils se confiaient tout. Et c'est là que Daniel va dire à leur grande sœur qu'en réalité, Priscilla n'est jamais allée chez son amie Faiza. Qu'en réalité, Priscilla lui a dit qu'elle allait à Loubé chez Richard. Quand Grace a entendu ce nom, Richard, quand Grace a entendu que sa sœur était allée rencontrer un homme qu'elle lui avait interdit de revoir ni même de parler avec lui, son inquiétude a encore pris une autre tournure. Et cette fois-ci, ce sera une tournure macabre. Aussitôt, sans hésiter, sans perdre la moindre seconde, Grace a lancé le numéro d'Elvis qui a décroché et a commencé à raconter sa version des faits. Selon lui, Priscilla est bel et bien venue à Loubé dans le but de le rencontrer. Ils ont passé un peu de temps dans son appartement, mais aux environs de 20 h, lui, il est sorti pour aller récupérer sa soupe qu'il avait commandée. Et il dit bien l'avoir laissée seule dans son appartement en sortant toute seule. Mais en rentrant, il l'a aperçue comme sa silhouette sur une moto. Pour en avoir le cœur net, il a sorti son téléphone et il a lancé le numéro de Priscilla qui a décroché et lui a dit: oui, c'est moi, je suis parti. Pour correctement appuyer sa version des faits, pour montrer à Grace qu'il ne mentait pas, Elvis a spontanément transféré à Grace une capture d'écran de leur conversation. Le message avait été envoyé à 21h14 et quelques secondes. Et d'après cet échange, Grace a répondu à la même heure, 21h14 et quelques secondes. Mais seulement, laissez-moi vous dire que son récit soulève plusieurs questions. Pourquoi ne pas avoir raccompagné Priscilla alors qu'il avait insisté pendant des mois pour la revoir? Pourquoi l'avoir laissée rentrer toute seule sous une pluie battante et ce dans un quartier dont il décrit des routes? Je voulais plutôt dire dont il décrit les routes comme dangereuses. Si j'ai parlé de pluie battante, c'est tout simplement parce que Richard lui-même a dit que ce soir-là, il pleuvait abondamment et que l'état des routes était si mauvaise que lui-même, il a dû emprunter une moto pour aller récupérer sa soupe. Mais cette explication, une fois de plus, laissez-moi vous dire qu'elle soulève une autre question. Pourquoi est-ce que Priscilla, qui était connue pour sa prudence, mais aussi pour être très attachée à sa famille, est sortie seule sous une pluie battante et sur des routes très mauvaises et ce sans prévenir personne et sans demander à être raccompagnée? Dear Lovely God Bisha, j'ose croire que j'ai bien articulé la question et si c'est pas le cas, on s'en fiche un peu, n'est-ce pas? Et surtout, pourquoi Richard, en la voyant partir à moto, n'a manifesté aucune inquiétude? Pourtant, il connaissait très bien l'état des routes. Selon son propre récit, il lui aurait fallu 1 heure pour aller récupérer sa soupe. 1 heure où Priscilla a disparu. 1 heure et une version qui ne tient pas pour la famille de Priscilla.
Selon Elvis, le dimanche 22 septembre 2024, Priscilla s'est disputée. Priscilla a eu un léger malentendu avec sa mère, ce qui l'a poussée à quitter la maison familiale dans la zone de Caron pour se rendre à sa résidence dans le but de se calmer. Et laissez-moi vous apprendre que c'est cette version-là, que c'est la version que Richard a racontée à la police qui a été retenue. Pourquoi? 3 points d'interrogation. Une fois de plus, laissez-moi vous dire que cette version de Richard a immédiatement été démentie par la famille Ocheme. La matriarche Ocheme est très claire à ce sujet. Ce jour-là, ma fille et moi, on ne s'est pas disputé. Alors pourquoi avoir raconté cet odieux mensonge? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, c'est la version de Richard qui se balade partout, qui est même dans le rapport officiel de la police? 3 points d'interrogation une fois de plus. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Priscilla, le dimanche 22 septembre 2024, s'est bel et bien rendue à Lugbe au domicile d'Elvis. Et laissez-moi vous dire une fois encore que c'était leur première rencontre depuis qu'ils avaient repris contact. Mais d'après les voisins de Richard, rien d'inhabituel ne s'est produit pendant la rencontre. Pas de cris, pas de tension apparente. En début de soirée, Richard dit à Priscilla qu'il doit sortir, qu'il doit aller récupérer la soupe qu'il a commandée. Et il demande bien à Priscilla de l'attendre dans l'appartement. Mais en rentrant, il l'a aperçu comme sa silhouette sur une moto. Et pour en avoir le cœur net, il a sorti son téléphone, lui a écrit pour demander si c'était elle. Et elle lui a dit, oui, c'est bien moi, je suis parti. Voici maintenant où l'histoire devient troublante. Quand Richard arrive à son appartement, il constate que non seulement Priscilla a laissé la porte de son appartement ouverte, mais aussi qu'elle a oublié son téléphone derrière elle. C'est-à-dire que Priscilla n'est pas sortie avec son téléphone. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Tous ceux avec qui je ne suis pas sur la même longueur d'onde, laissez-moi vous dire que quelques instants plus tôt, elle avait utilisé son téléphone. Priscilla avait utilisé son téléphone pour demander un prêt d'argent à sa sœur Grace. Et d'après la capture d'écran que Richard a transférée à Grace, il l'a bel et bien échangé avec Priscilla aux environs de 21h14 et quelques secondes. Pour ceux avec qui je ne suis pas sur la même longueur d'onde, laissez-moi me répéter. Quelques instants plus tôt, Priscilla a utilisé son téléphone à 20h précises. Priscilla a utilisé son téléphone pour demander un prêt d'argent à sa sœur. Et d'après la capture d'écran que Richard a transférée à Grace, il a bel et bien échangé avec Priscilla à 21h14 et quelques secondes. Maintenant, une question se pose tout autant pour moi. Ce n'est pas seulement une seule question qui se pose. On peut poser plusieurs questions par ici. Avec qui Richard a conversé? Avec qui Richard a échangé des messages à 21h14 si Priscilla était déjà partie? Et si elle avait laissé son téléphone dans l'appartement de Richard? Qui a répondu à Richard à ce moment-là et comment? Les incohérences commencent à s'accumuler. Pendant ce temps, Priscilla ne donne aucun signe de vie. Ça fait déjà 24 heures qu'elle a disparu et personne ne sait où elle est. Le destin de la famille Ocheme vire au cauchemar le lundi 23 septembre 2024 lorsqu'une des tantes de Priscilla appelle Grace pour lui annoncer la terrible nouvelle. Vers midi, un homme avec un accent haoussa l'a appelé, l'a téléphoné et son message était clair et précis. La jeune dame à qui appartient le téléphone qu'il utilise pour l'appeler a été victime d'un accident mortel de moto. Au début, la tante pense à une arnaque parce qu'elle ne reconnaît pas ce numéro, mais seulement Grace lui demande d'aller sur WhatsApp vérifier le nom qui s'affiche. Et quand elle arrive, elle constate que le nom qui s'affiche lorsqu'on entre dans WhatsApp, c'est Silla. Et là, Grace lui apprend que c'est le deuxième numéro de Priscilla. Il semble alors que cet homme-là avec un accent haoussa a utilisé le téléphone de Priscilla pour appeler deux inconnus. Une question surgit alors. Pourquoi est-ce que le téléphone de Priscilla n'est pas protégé par un code? Et ce, à notre époque, où tout le monde protège son téléphone soit par un mot de passe, soit par une empreinte, ou soit par un Face ID. Cette situation n'est pas claire. Grace se tourne alors vers l'opérateur téléphonique de Priscilla qui est MTN
pour comprendre et avec leur aide, Grace comprend que le monsieur a d'abord utilisé le téléphone de Priscilla pour appeler, je pense, un mécanicien. Oh my God, oh my lovely goodness, my dear lovely God Bécha, une fois de plus, vous allez m'excuser pour cet oubli. Non, le monsieur avec l'accent Haoussa n'a du tout pas appelé un mécanicien. Il a plutôt appelé un tailleur qui lui a dit: mon frère, je demandais, pourquoi m'appelles-tu? Ce téléphone n'a pas de numéro enregistré sous le nom de frère, maman ou sœur, parce que personnellement, je ne connais pas la propriétaire. Dear Lovely God Bécha, si je n'ai du tout pas bien articulé, on bâche. Accompagné de Daniel et de quelques oncles, Grace se rend à Loubé pour passer au peigne fin tous les commissariats. Les 2 premiers commissariats sont formels. Ils disent n'avoir enregistré aucun accident. C'est seulement au 3e commissariat, celui de Piakasa, que le voile tombe finalement. Le commissaire confirme qu'un accident a bien eu lieu, et ce à 2 pâtés de maison d'Elvis. Il prend alors la parole et dit: une jeune femme a été amenée inconsciente au poste le dimanche 22 septembre à 21h10 par 2 bons samaritains. Très cher commissaire, qu'est-ce que vous dites? Qu'une jeune femme a été amenée dans votre juridiction le dimanche 22 septembre inconsciente à 21h10? Tiens. Quelque chose ne tient pas. Richard a dit à Grace qu'il a bel et bien conversé, qu'il a échangé avec Priscilla aux environs de 21h14 et quelques secondes. La capture d'écran atteste même de cette conversation-là. Maintenant, comment expliquer qu'elle ait été transportée au commissariat de Piakasa 4 minutes plus tôt? Quelque chose ne colle pas. Les oncles ont alors demandé au commissaire qui sont ces 2 bons samaritains. Ont-ils laissé leur nom? Ont-ils laissé leur numéro? Ont-ils fait une déclaration? Et laissez-moi vous dire que la réponse du commissaire est glaçante. Rien, aucune trace, aucun nom, aucune déclaration, je voulais dire. Même le conducteur de la moto reste inconnu. L'incrédulité frappe la famille Ocheme comme un coup de massue. Vous plaisantez, n'est-ce pas? La suspicion s'installe, virant presque au cauchemar quand le commissaire lâche froidement: allez récupérer le corps pour l'enterrer. Elle est arrivée dans un très mauvais état. Je demandais, qu'est-ce qui se passe par ici? Qu'est-ce que cela veut dire au juste? La famille Ocheme demande alors à voir le corps de leur enfant. Contre toute attente, un officier leur montre une photo. Et en examinant la photo fournie par la police, la famille Ocheme découvre une anomalie troublante. Le très mauvais état ne concerne que son visage. Le reste du corps est intact. Pas d'égratignure sur le corps, les vêtements sont propres. Dear Lovely God Bécha, laissez-moi vous choquer. Laissez-moi vous dire que dans le chaos total du commissariat, Richard s'est démarqué par un calme insultant. Avec une arrogance sans borne, le gars s'est levé, a traversé tout le commissariat et est passé derrière le comptoir des officiers pour se servir une bouteille d'eau à boire, ignorant ainsi royalement la douleur des Ocheme. Autant être clair, pour la famille Ocheme, ce geste est vécu comme une marque de mépris et d'indifférence face au drame qui venait de les frapper. Le comportement de Richard est tout simplement écœurant. Comment est-ce que tu peux rester calme après qu'une jeune femme a rendu l'âme après t'avoir rendu visite? Pendant que le commissaire prétend qu'elle a été transférée aux environs de 23h à l'hôpital de Jabi où elle a été déclarée morte, laissez-moi vous dire que la réalité raconte autre chose. Laissez-moi vous dire que le poste de police de Piakasa ne lui a prodigué aucun soin. Son corps est resté abandonné dans les couloirs du commissariat jusqu'à ce que le souffle la quitte. Des heures plus tard, laissez-moi vous dire que l'horreur atteint son paroxysme à la morgue. Dans une caisse froide, Priscilla repose avec le visage supplicié pour signifier que seulement son visage portait de lourdes marques. Elle avait une profonde coupure à la tête, du sang au niveau des yeux, de la bouche et du nez. Pourtant, d'après les Ocheme, le reste du corps de Priscilla semble intact. Au moment de son soi-dit accident, elle portait un jean noir, une chemise en mousseline de soie. Moi, j'ai dit chemise, pourtant c'était plutôt un haut en mousseline de soie. Une fois de plus, au moment de son soi-dit accident, elle portait également une chaîne en or, une montre intelligente, son téléphone et une powerbank. Du moins, elle devrait les porter parce qu'au moment où on la retrouve, elle n'a plus tout cela sur elle. Je voulais plutôt dire ceci. Au moment où la famille Ocheme découvre le corps de Priscilla, tout a disparu. Et là, vous allez me dire, chose normale, elle a été déshabillée pour être placée dans une caisse. Sauf que tous ses effets personnels n'ont jamais été retrouvés.
C'est-à-dire, non, après tout ce qu'ils ont vécu, après tout ce qu'ils ont traversé, c'est-à-dire des incohérences, c'est-à-dire des silences et des regards fuyants, le commissaire de Piakasa leur sort comme quoi ils doivent aller récupérer le corps de Priscilla et aller l'enterrer. Le tout, s'il vous plaît, sans enquête, sans autopsie et pire encore, sans justice. C'est-à-dire, non, c'est très mal connaître la famille Osheme qui refuse littéralement de se taire. Ils sont plus que convaincus. Quelque chose ne va pas au commissariat de Piakasa. Ils ont l'impression que le commissariat de Piakasa a été corrompu. Non, ils n'ont pas seulement l'impression. Ils sont convaincus. Plus que convaincus que le commissariat de Piakasa a été corrompu. Et personnellement, si j'étais à leur place, j'allais penser pareil. Ils ont alors demandé à ce que l'affaire soit transférée au département des enquêtes criminelles et du renseignement de l'État, CID. Le CID a alors demandé au poste de police de Piakasa de fournir les deux bons samaritains. Et si vous vous souvenez, au départ, le poste de police de Piakasa a dit que les deux bons samaritains n'avaient pas laissé leur nom, ni leur numéro, et pire encore qu'ils n'avaient pas fait de déclaration. Pire encore, une fois de plus, oui, redondance, ils ne connaissaient même pas le nom du chauffeur de moto-taxi qui avait déposé Priscilla après son accident. Mais seulement le mardi 24 septembre 2024, c'est-à-dire 2 jours plus tard, changement soudain, le commissaire de Piakasa les a finalement retrouvés. Le commissaire de Piakasa a finalement retrouvé les deux bons samaritains. Voilà comment les parents de Priscilla ont été invités à les rencontrer. Ont été invités pour les rencontrer. C'est-à-dire, non, vous allez m'excuser pour cela. Quand ils arrivent au poste de police de Piakasa, le commissaire leur explique comment est-ce que leur enfant a fait un accident de moto mortel au carrefour Amalamou à Piakasa aux environs de 20h30 à 21h. Mais là encore, les horaires posent problème. Richard affirme avoir échangé des messages avec Priscilla aux environs de 21h14. Une question demeure. Comment est-ce qu'elle a pu envoyer ou répondre à des messages à 21h14 alors qu'en ce moment-là, elle est censée être inconsciente sur le lieu de l'accident? Les deux bons samaritains, Jerry Amos et Moses Mbala, décrivent une scène surréaliste. D'après eux, l'accident s'est produit pile poil au moment où ils travaillaient à proximité d'une briqueterie. Ils l'ont transportée d'urgence au centre de santé de Piakasa pour qu'elle reçoive des soins. Mais seulement l'établissement a refusé de la prendre en charge, et ce, faute de rapport de police. Ils l'ont alors transportée au poste de police de Piakasa avant qu'elle ne soit transportée maintenant au centre médical fédéral de Jabi, et ce, accompagnée de 2 inspecteurs. Arrivée au centre de santé, arrivée au centre médical fédéral de Jabi, elle a été déclarée décédée. Elle a été déclarée morte par le médecin en garde, le médecin de garde. Pendant ce temps, laissez-moi vous dire que Grace et Daniel retournent à Goshen City Estate, le quartier où vit Richard. Et sur place, laissez-moi une fois de plus vous dire qu'ils font un constat pour le moins surprenant. La route n'est pas aussi mauvaise qu'il l'avait décrit. La route n'est pas aussi mauvaise que Richard l'avait décrit. Maintenant, quand il retourne au département des enquêtes criminelles CID, Richard commence à se défendre. Richard tente d'expliquer certains éléments. Il parle de sa sœur, mais il ne présente aucune excuse, aucun mot de regret, aucun. Une fois de plus, laissez-moi vous dire que la mère de Priscilla attend un seul instant, un seul. Elle attend le moment où il va ouvrir sa bouche et lui dire « Maman, je m'excuse, mais personnellement, je n'ai du tout pas tué votre enfant. » Elle va attendre ce moment fatigué parce qu'il ne va jamais arriver. Et ce n'est pas tout. Aucun malheur ne vient jamais seul. Voilà que le comportement des agents du CID a commencé à devenir plus que étrange. Face à toutes ces incohérences, l'avocat de la famille a décidé de rédiger une lettre officielle. Oh my lovely goodness. Je voulais plutôt dire ceci. L'avocat de la famille Osheme a rédigé une requête adressée au quartier général de la police. La famille Osheme parvient alors comme ça à rencontrer le sous-inspecteur général de la police qui appelle immédiatement le commissaire adjoint du CID. Ce dernier confirme comme ça au sous-inspecteur de la police que oui, l'affaire est toujours en cours d'enquête. Mais ce que la famille Osheme ignore à ce moment-là,
c'est que le CID prévoyait ce jour-là de libérer Richard. Et selon leurs soupçons, cette décision, cette libération aurait été suspendue que seulement après l'appel venu du haut de la hiérarchie policière, comme quoi power pass power, man pass man. Bien sûr que les parents de Priscilla ne sont pas dupes, bien évidemment que non. Bien sûr qu'ils ne sont pas nés de la dernière pluie, bien sûr que non. Ils ne comptent surtout pas se laisser berner. Voilà comment ils vont exiger à ce qu'une autopsie soit réalisée. Une dernière chance pour eux d'obtenir des réponses. Mais seulement le système semble encore leur échapper. Puisque le vendredi 18 octobre 2024, Richard sera libéré sans autopsie, sans prévenir et surtout sans explication claire. Laissez-moi vous dire que le CID pète plus que son cul. Le CID ne fournit aucune information précise. Et la famille Ocheme dévastée ne compte pas se laisser intimider. Elle ne compte plus garder le silence. Que s'est-il réellement passé? Et surtout, pourquoi est-ce que les autorités semblent-elles réticentes à coopérer? Et surtout, pourquoi est-ce que le système semble protéger Richard que de chercher la vérité? 3 points d'interrogation. Ce matin-là, alors que les parents de Priscilla se rendent sur les lieux du drame, voilà que la ménagère de Grace l'appelle toute bouleversée. Madame, j'ai essayé le numéro de Priscilla et ça passe. Immédiatement, Daniel va lui aussi composer le numéro de sa sœur et bien évidemment, ça passe. Et cette fois-ci, un homme va lui décrocher le téléphone. Je disais entre autres parce qu'à un moment donné, je me suis embourbé dans mes dires. Ce matin-là, alors que les parents de Priscilla se rendent sur les lieux du drame, la femme de ménage de Grace l'appelle toute bouleversée. Madame, j'ai essayé de joindre le numéro de Priscilla et ça passe, ça sonne. Immédiatement, Daniel a composé le numéro de sa sœur à son tour et cette fois-ci, un homme a décroché. L'homme lui dit comme ça, est-ce que tu connais la propriétaire de ce téléphone? Oui, c'est celui de ma sœur Priscilla. L'homme, une fois de plus, lui annonce que la propriétaire de ce téléphone a été victime d'un accident mortel de moto. Il lui a également proposé de venir à sa rencontre récupérer le téléphone. Et avant de raccrocher, il lui a dit qu'il devait charger le téléphone pour continuer à appeler. Mais une chose intrigue la famille Ocheme. Priscilla utilisait un iPhone. Comment est-ce que cet homme-là a fait pour entrer dans l'iPhone de Priscilla sans mot de passe, sans empreinte ou même sans Face ID? J'ose croire que je prononce bien Face ID. La famille rapporte immédiatement cette information au CID. Les agents appellent eux-mêmes le numéro et constatent qu'il est bien joignable. Daniel se dit prêt à aller récupérer le téléphone. Mais seulement les policiers lui interdisent de s'y rendre seul. Il doit être accompagné par des agents. Les parents se précipitent alors au quartier général de la police pour demander un appui officiel. Pourtant, lorsqu'ils reviennent, aucun policier n'a été désigné pour accompagner Daniel pour qu'il récupère le téléphone. Et depuis ce jour-là, laissez-moi vous dire que le téléphone de Priscilla reste injoignable. Ça ne passe plus. Le CID, pour leur montrer combien cette affaire-là leur tenait à cœur, pour leur montrer combien ils étaient dévoués à résoudre cette enquête, a fourni à la famille Ocheme un dispositif de traçage. Sauf que, je voulais pour ainsi dire, mais à chaque fois qu'ils appelaient pour connaître l'avancement de l'enquête, on leur répondait, mesdames et messieurs, vous dérangez déjà trop et qu'ils devaient être très patients. Et à un moment donné, on leur a dit que le téléphone de Priscilla avait été localisé dans la localité de Koukoua, mais qu'il fallait minimum entre 6 mois et maximum 1 an pour le localiser précisément. Ok, very good. Et voilà que soudainement, plus rien, absolument rien. Laissez-moi vous dire que le téléphone de Priscilla est devenu impossible à tracer. Et je peux vous dire avec certitude que cette information a anéanti la matriarche Ocheme qui a dit, et je cite, « Ce dimanche fatidique, ma Priscilla nous a préparé du riz chaud. Je suis parti à l'église sans savoir que ce serait la dernière fois que je la verrais. » Le 23 octobre 2024, un communiqué officiel est publié. Le porte-parole de la police du territoire de la capitale fédérale, Joséphine Adé, annonce comme ça que les premières conclusions de l'enquête n'indiquent aucune implication criminelle dans la mort de Priscilla Ocheme. Selon la police, il s'agirait d'un simple accident de la circulation. Et à la suite de cette déclaration, Elvis Ekoussouyi Isé
Izé. My dear lovely God Bishop, please let me tell you something. Let me tell you. Je voulais plutôt dire ceci. Elvis Ekusueyi Izé, connu sous le nom de Richard Omoba, a été libéré. Mais seulement cela fut de courte durée, car 3 semaines plus tard, il a de nouveau été mis aux arrêts. Et ce par l'unité spéciale d'enquête. Et voilà maintenant comme ça que son avocat Tony Ezegbe dénonce ses conditions de détention. Selon lui, Richard Omoba dormirait à même le sol. Je demandais, papa, tu voulais qu'il dorme où? Tu voulais qu'une fois en prison, on lui installe un grand lit avec des draps douillés et... Le français de Molière même est en train de me faire défaut. Et avec une bonne couette, et il va relax alors qu'il est le suspect principal dans une affaire criminelle. Je suis désolé en fait. Il va dire comme ça qu'à la suite de cela, que du fait que Richard dorme à même le sol, il aurait développé comme ça une pneumonie. J'ose croire que j'ai bien articulé parce que si c'est pas le cas, bâche sur moi. Et qu'il subirait également des mauvais traitements malgré le fait que ses parents lui apportent de la nourriture. Je demandais, monsieur Tony, tu voulais quoi? Qu'on lui chante des berceuses en prison? Tu voulais quoi? Qu'on lui fasse des concerts en prison? Tu voulais quoi? Qu'on le porte et qu'on le berce? Attends, la prison est faite pour quoi? Pour être bien maltraité, n'est-ce pas? Monsieur Tony, une fois de plus, affirme également que la police aurait ignoré les conclusions du département des homicides du territoire de la capitale fédérale qui, selon lui, aurait mené une enquête approfondie, réalisé une autopsie et conclu qu'Elvis n'était pas lié à la mort de Priscilla. Maître Tony Ezegbe déclare, et je cite, « La jeune femme n'est pas décédée dans la maison de mon client Elvis Ekusueyi Izé. Ils l'ont gardé plus d'1 mois et à la fin, le rapport dit qu'il n'est pas coupable. Mais seulement, laissez-moi vous dire que ce rapport-là, la famille Oshemedi ne la voit jamais vu avec les yeux. Et les autorités, s'il vous plaît, n'ont pas communiqué publiquement les résultats détaillés de cette autopsie. Face à cette situation, l'avocat insiste. Si la police a des preuves, qu'elle l'inculque, sinon qu'elle le libère. Je vous assure que M. Tony est déterminé à libérer son client Elvis Ekusueyi Izé. Et je pense qu'il a tout à fait raison parce que c'est son travail, il l'est payé pour ça. Maintenant, de son côté, le porte-parole de la police nigériane, Muyiwa Adejobi, assure que l'enquête est menée de manière impartiale. Il précise d'ailleurs que l'inspecteur général de la police, Kayode Egbetokun, a ordonné à l'unité spéciale d'enquête de reprendre le dossier afin de garantir une investigation rigoureuse et surtout transparente. C'est-à-dire, voilà que le 28 novembre 2024, le porte-parole de la police nigériane Muyiwa Adejobi a confirmé que Richard était considéré comme le principal suspect et qu'il avait été officiellement invité à donner sa version des faits. Mais au lieu de se présenter devant la division des investigations spéciales, Richard s'est plutôt rendu dans une brigade de police à Lagos pour y déposer une contre-pétition. Maintenant, ma question est celle de savoir pourquoi déposer une contre-pétition si tu n'as rien fait. Et voilà que Adejobi conclut en disant: contrairement aux rumeurs, aucun suspect n'est maltraité. L'unité spéciale est équipée pour traiter ce type d'affaires et l'enquête ira jusqu'au bout. Mais pour la famille Osheme, laissez-moi vous dire qu'une chose est claire. Richard Omoba a fui l'interrogatoire. Le téléphone de Priscilla Osheme, leur enfant, a été utilisé après sa mort. Ses objets personnels ont disparu jusqu'à son téléphone qui n'a jamais été retrouvé. Et pour finir, les incohérences s'accumulent de jour en jour. La famille Osheme a fini par dire ceci: la vérité ne se trouve pas dans les communiqués, elle se trouve dans les silences et dans ce que l'on refuse de montrer. Maintenant, dear lovely God Bishop, laissez-moi vous dire ceci. Elvis Ekusueyi Izé, plus connu sous le nom de Richard Omoba, est finalement libre. Il est totalement libre. Il a été blanchi de tout soupçon d'après le rapport d'autopsie. Rapport d'autopsie que la famille Osheme dit ne jamais avoir posé les yeux là-dessus. Priscilla est décédée des suites d'un accident de circulation de moto mortel. Okay, Grace, right? Yes. Priscilla is your sister. Yeah, she's my younger sister. Okay, yesterday I think your elder brother sent me information on my WhatsApp, which I posted on social media. All right. Can you please tell us what really happened? Just calm down. Tell us what transpired. Who is Priscilla? And what happened to Priscilla?
Okay. Priscilla is my younger sister, and she's 28 years old. And was it on the 22nd of September? That was last month, 22nd. She left the house and she went to see Richard. She sent my brother a message So that she was going to. Who is Richard? Richard is a friend. They schooled in Madonna together. They were in Madonna, but she left Madonna 200 level on going to 300 level. She just left the school like that and came home and told my mom that she's not going back to that school. It caused a lot of problem because my mom was worried. Why would you did you commit an offense? We had to call her friends and ask if there was, maybe she did something in school. The friend said no. Just like that, she didn't take her bag. She didn't take anything from the school. She just told us that if we don't want her to die, we will not go back to that school. So my mom was so depressed. And then I just told her, please, since she said she's not going back, she's one that has her reasons. I tried to call her as a sister and tried to talk to her, to tell me what said some things that are happening in this, then happening to her in the school that she don't want to talk about. Or if we don't want her to die, she's not going to go back to that school. So that was how my mom now looked for admission for her in Adeleke University. So that was where she now went to Adeleke University. She finished from Adeleke University. Yeah. So my brother later told me that she left that school, my younger brother, that she left that school because of Richard. They've been friends, Richard Omoba. So that she left school because of Richard, but he did not give me details. And I asked her, she didn't want to say anything. So on the 22nd of September, I noticed that Richard has been trying to call her. In August, when I was at work, she was with me and her phone started ringing. She now said, why is Richard still calling me? And I said, Priscilla, can you stop talking to this boy? I have a bad feeling about him. I don't know why. Can you stop talking to him? And she was like, yes. She didn't pick the call that day. But he has been calling her. That he wants to see her. They've been friends for long, but they stopped talking when she left Madonna. Then all of a sudden they reconnected and started talking again. Yeah. So, and she's in a serious relationship. So I was like, please, can you avoid this person? She was like, yes. She's not going to go. Go ahead. All the time she has been to Richard's place. She goes with my younger brother. But it happens that day she decided to go, and she did not go with my younger brother, but she sent him a message that she was going to see Richard. So maybe because most of the time I tell her, please, I don't want, even my mom, because Richard has come to our house before when they were still in Madonna. He has come to our house before, and when she was still in Madonna, Richard's mom called my mom. I remember that day vividly, when she was still in Madonna, that Richard likes Priscilla, and she would like Priscilla as an like a daughter-in-law. And my mom told her that they are still young. Priscilla is just 17. Can we just let these children finish school first? You know, I remember that day before she now just left Madonna like that. So they stopped communicating and they now reconnected and started talking again. Throughout this year, he has been calling her. He has been calling her that he wants to see her. If she posts something, he will comment. Even one of her friends in Lagos even sent me a screenshot of she posted something on her status because she hardly posts on social media. She can just post and delete. She's that kind of, she likes, it's very private. And the guy now commented and sent a voice note, which she forwarded to her friend and says, see, that's why I don't like posting things on social media. So in August, like I said, he was calling her. She did not pick that call. Then in September, I was in my mom's office. We're having a meeting. And then Richard kept calling her that day. And I saw her phone and I looked at her. She now did me, I know, Auntie Grace, no, I'm not. And I said, okay. That day he was calling her. And she told me that she's not going to see him. So maybe when she decided to go and see him, in her mind, she was like, my sister has been warning me, so let me just, I don't know. But she sent my younger brother a message that she was going to go. Prior to, on Sunday, she was misbehaving. Like, she was behaving strangely, as if
as if like she was summoned or something. I don't know what it was. So the next day now, she now decided to go to his house. I spoke to her 8 a.m. on Sunday morning. I spoke to her past 2 on Sunday afternoon. I spoke to her last 5:30 thereabouts. On Sunday, she was still in his house, but she did not tell me, but she told my younger brother. So as at 8 something, she sent me a message on WhatsApp. Auntie Grace, please, can you send me 10K, add it to my debts? So when she sent me that message, I was carried away because I didn't even know that she was there. So she now sent me a message, have you sent it? And I said, oh, I'm so sorry. Send the account number. She sent me okay. I sent that money, but I didn't even ask her, okay, what do you need the money for? Like, I didn't ask, but sometimes she would just say, please send me money. So when I sent her that money, she now asked me a message that, have you not entered? And I screenshot the message. I was debited. It was showing pending. So I now sent it to her, see, it's pending. Can we just wait? I don't want to send it twice. It might go or reverse back. I slept off. Like after that time, I slept off till the next morning. Unlike my sister, if she said I should send her something, she would keep calling me. I don't even know the kind of sleep. I just slept off. I woke up around 5 a.m. on Monday morning. So immediately I woke up and I remember, my sister asked me for money. I now quickly checked my app. The money reversed back. I sent it without even calling her. So when I sent it, the message did not deliver. I didn't get like, I've seen it, thank you. So I now said, okay, let me even go and see my mom. And I went to where my mom lives to go and see her. So she was like, she has not seen Priscilla. So I was like, okay, I've been trying to call her and her number is not even going. So when I now said, she now said, okay, let us just keep trying. So when we finished having the discussion we're having, I now decided to go. I kept saying, what kind of joke is it? Because my sister has never slept outside before. She will come to my house where I live past 8. I'll be telling her, just sleep now. She'll say no, she will go back to her. She likes her space, you know. So she's somebody that does not sleep out. So at that point, all of us were already very worried at what's going on. So my younger brother now, I now call my younger brother, like, Alpha, like, I've not heard from, he now said yes, so he has not heard from Priscilla. And because she even told me that she was going to see her friend, Faiza. So I now said, but she told me she was going to see her friend, Faiza. She now said no, that she did not see Faiza again, that she went to see Richard. Immediately I heard the name Richard. And I said, oh yeah, let's call Richard. And I called Richard. And I said, Richard, Priscilla came to your house. Like, where is she? He now said, that was on Tuesday. He now said that Priscilla left his house, that she left his house. And I said, what time? He now said, let him even screenshot the message, because my brother called him on iMessage, on Instagram also. He didn't have the number, but my mom has Richard's number. So at this point, we didn't want to let our mom know. We just wanted to call privately inside the room. So he now said that let him snap the last chat he had with her. So he now and I said, but she left your house. And I said, she left now at 9:14 thereabouts. That him and Priscilla, they were at home, and he ordered for soup. There's someone that used to make soup for him. Then he now told Priscilla that he's going to collect the soup around 8. So he now left Priscilla at home and left to go and collect the soup. So when he was coming back on top bike, he saw somebody like her. And then he now chatted her up. When he now chatted up, no be you, I just see on top bike now. Then Priscilla now replied, is me, I don't go. I have gone, That was the response. I have gone, So immediately, she said that I have gone, Then according to him, he now called her. He now said, but you know my door is automatic. If you lock it, how will I enter inside the house? Then she now replied that I did not lock the door. I left it open. So if you go, you can enter. So he now screenshots that message that I have gone, Then his own reply, no be you, I just see on top bike, and sent it to me. And the time my sister sent that message was 9:14 p.m. The time he replied to the message was 9:14 p.m. So
was raining. And according to him, that it was raining, and he didn't use. And I said, Richard, Priscilla came to your house. Priscilla is not somebody, most of the time she does both. And you cannot go and drop her in where she would get car to go home. He said, that the road to his house is very bad. That the road to his house is very bad. And even him too, he didn't drive, he had to use bike to go and pick his food. You know, how will somebody leave your house when in your absence? And it was drizzling, in his words. That's more reason why if you are going to collect something, you should enter the car. I will drop you where you get boats, and then from there you go home and me too. I'll go and collect my soup. Like throughout this year, she has not seen him. Only this the 2nd of September, after so much cold, and then she now decided to see you. Then she came to your house. You say you want to go and collect soup, and then you left her home. And before you got back, she left your house and left the door open. Someone said on comment section, said this same Richard in Madonna, we kept warning her. A girl dropped it, and she was just she dropped a crying emoji, tears emoji. Continue, go ahead. It was because of Richard she left that school, but she didn't tell us. It's her brother. She told my younger brother because they are very close. She and Daniel, they are very. There's nothing they don't tell each other. So as an elder sister, there's the little information they can give me. Priscilla was my roommate in Madonna. Very gentle girl. Are we? Thank you so much. Shop Broad Global. I'm going to send you a DM right away. Okay. Thank you. Go ahead. Continue, please. Thank you so much. So, according to sorry, my mom is here. Sorry. It's okay. Sorry. Your mom is there with you people there? Yes. Mom is so sorry. Mommy. So sorry for what happened to your daughter. Please. So sorry. Please. Yeah, so by the time at that point, I now called Richard again, and I said, Richard, can you go to the nearby police station? Then as I was talking to all my friends, and then one of Priscilla's friends, her name is Ene. Yes. And now called me, and then now told all her sisters. So one of my aunties, this is how we got to find out now. One of my aunties now called me that, Gracie, are you close to mom? And I said, no. She now said I should move aside. That somebody called her as at Monday, 12 noon in the afternoon. And the person was talking, he had this Hausa voice. And the person said that this person had an accident. This person had an accident. So she thought it was all these 419 people. Because that particular number, she didn't have the number. So okay, sorry. Can you repeat this thing you said? Repeat again. What did you say happened? On Monday, 12 noon, that was on Tuesday when we were looking for her. My aunt called me. She lives in Uruguay. She now said that, can I move from where mommy is? I said, okay. So she now said somebody called her on Monday noon, 12 noon. And the person asked the person told her that one Hausa guy used a number to call her, stating that this person had an accident. So she did not know, because she didn't have that particular phone number of Priscilla. So she now said after the call ended, that is now that this whole thing that we're looking for Priscilla, she now checked Truecaller and she saw Sila. So I now said, please send me the number. Immediately she sent me the number and I dialed it. It was my sister's number. So the person actually used her phone to call two abstract numbers. Not, in fact, the second person, because I had to consult MTN secretly, and she gave me two numbers, you know, and the two numbers we tried to reach, one of them was a tailor. So the tailor was even telling the Hausa boy that, check her phone, you will see brother, sister, or mom. Why are you calling me? Like, I don't even know this person. So that was when we now confirmed that, okay, they said it was an accident. So I now called Richard back. And I said, Richard, go to all the police stations in that Yupe's Lube. Go and start making inquiry, because this is Priscilla's number. Somebody used Priscilla's number to call two people. Let us know where she is. So at that point, my immediate younger brother
went to Lugbe, everybody was already looking for her. So when they went to Lugbe, he went to police station. He asked, like, 2 police stations, they said there was no accident. Then he went to one particular police station. They said, yes, there was an accident. Close to the boy's house, it's not far, that there was an accident. So all my uncles now went to that same Lugbe. So And according to Richard, close to his house, that there was an yes, accident close to his house. yes, I noticed that all my uncles now went. So when they now saw the Lugbe DPO in Piakasa. Then the DPO now opened up to them that yes, there was an accident and there was a lady involved in an accident. That they brought her around 9 to 10 p.m. unconscious. That Okay, 2 good. What time did Richard said Priscilla left the house? He said he saw somebody like her at 9:14, and that was when he sent her that message. And then the police said that was the first time police said this. They brought her around 9:10. They brought her to the police station around 9:10. That 2 good Samaritans brought her. So my uncle was now asking that, okay, 2 good Samaritans, what are their names? They said they don't know. Did they write statement? They said no. What is their phone number? They said they don't know. What of the bike guys that brought her? They said they didn't have any information for them. So at that point, everybody was now feeling like, what is actually going on? Before you know, the DPO now said, in fact, the body is really, really bad, that people should just go and bury your dead. Then my uncle was now concerned that, how bad is it that people will just say, go and bury, show us the picture. Then one of the police now later showed the picture. By the time they saw the picture, there is no scar on her body. You could see that picture. The focus was only on her face. Then, before then, according to them, when they were having conversation, before you know, that Richard guy was still in the police station. Richard went behind the counter where the DPO was sitting down. There was like, I don't know if it's 2 packs of bottled water. He took 1 bottle water and started from the DPO's close to where the DPO was sitting down and started drinking. So my uncle was like, what kind of confidence? All of us were here. You went behind the counter, took bottled water and started drinking. So my uncle was like, this guy, he has God though. And no sense of remorse, nothing like, the person that came to see me now later is dead. How manage? Nothing like that. So my uncle was like, okay, please let them allow them to go and see the body. By the time they now allowed them to go to, according to the DPO, that the 2 good Samaritans brought her corpse, and then they now took her body to the morgue around 11, thereabouts, that they took her to Federal Medical Center, Jabi. In fact, they didn't want to receive her corpse. That's where they confirmed her dead, that they left her there and they left, you know. So when they now later agreed to allow my uncle to go and see her body, by the time they opened her up, it was just her face. There was blood from her nose, her mouth, her eyes. You could see that her eyes, like the target was on her eyes, and then she had a cut on her head, like just her face. There was no scratch on her body. Her jean is intact. She was wearing a black jean, a chiffon top, a black innerwear. She was wearing a smartwatch, a gold chain, and her phone. Those things were not there. Her phone was not there. Her smartwatch was not there. Her gold chain was not there. Her power bank was not there. But her jean was intact. So according to the before you know, we now started digging deep. So we now asked that, we noticed that the Piakasa police station has already been compromised. So we now requested to move the case to State CID. State CID, that was when they now told them to go and produce the Good Samaritan. All of a sudden, they said they have Good Samaritan. No, they didn't have the first day. Okay, they didn't have Good Samaritan the first day. So it was like after 2 days or so, they now said they have a Good Samaritan, which I witnessed. The IPO, my brother, and 2 other people, we went to Piakasa. They said they've seen the crime of the scene. When we went to the DPO's office, somebody was trying to call me. The DPO was telling me, don't record me. I said, I'm not, look at somebody's trying to call me. I'm not recording you. So he now started talking. And he said that the 2 Good Samaritans, their
block industry workers, that they will take us to the crime of the scene, that this incident, the accident happened between 8:30 to 9 p.m. You see how the story is changing. It happened between 8:30 to 9 p.m. And I asked him, sir, you said the accident happened between 8:30 to 9 p.m. He said, yes. So that the Good Samaritan, according to them, the guy was just lying down in the evening. Then he heard a sound, bam. So he now ran. When he went to, he's close to one bridge like that. When he went there, he saw like plenty people that they said 2 bikes collided. That 2 bikes collided, that but outside people just carried themselves and be going. And he now turned and he saw my sister, one girl on the floor. So he now stopped the bike. Him and somebody now carried her. They now went to health care in Piakasa there. Then when they went there, she was still unconscious. They said, where is police report? And they said they could not handle the case. So from there, they now moved her to the police station there. That was when they went to drop her. Then from there, the police people now took her to Federal Medical Center, Jabi, where they confirmed her dead. So I asked my brother that, please, because my brother has been to Richard's house with my sister before. And I said, can you locate the house? He said, yes, he would try. Goshen Estates in Lugbe. We now said, okay. Goshen Estates in Lugbe. Yes, Goshen City or Goshen Estate in Lugbe. So as we went to the IPO. We located the house. We located the house. And the house, the guy said his road is bad. That road is not that bad. If people know that Goshen, because the way he described he said that night it was drizzling, the road is bad, so he had to take bike. You understand? So I now said, is this how this road is not bad enough, the way the guy said it? And I noticed that from that Goshen City Estate to the police station is not far. Then from that Goshen City Estate to where the accident happened is not far. And when they checked her body, there was no scratch on her body. Like, okay, if 2 bikes collided, right? At least you have bruises on your hand. Your jean will be stained. Her jean was clean. Because she's quite busty, at least she would have had like bruises on her breast or something. Nothing like that. The focus was only on her face. And one of her eye, like, I don't know, because it's really graphic. I could not see it because I can't stand seeing my sister like that. So I did not see that picture. So this is how this whole thing, when we went to state CID, they kept fighting. The guy said he has a sister. They are always there. No remorse. When they called Richard to come and say his own, he now came. Even like, because he knows my mom, like, mommy, sorry, I did not kill your daughter. Nothing like that. So before then, when we noticed that state CID, like something fishy was already going on, we wrote, our family lawyer wrote a petition to headquarters. That was the first headquarters. We already wrote a petition there, and we saw the DIG, right? We saw the DIG. So the DIG now called the DC in what do you call that place? State CID, and said there's a case that is going on. What are you doing about it? Now say yes, the case is still there. So the man now sent us back to go back there. They were even supposed to release that guy, if not because of that call. So now we're even planning, okay, let us even do an autopsy, right? To know like the cause of death. Yes, on Friday, they released the guy in the evening. Okay, without autopsy. They released him on this Friday. Just this Friday, yes, they released him without autopsy being conducted. Without informing us. So that prompted us, okay, we need to go, like, my brother now said, I need to look for a way out. Like, what is actually going on? Because they could not give proper information. Okay, they were using my sister's phone to make calls. That Monday when we went to this crime of the scene, the so-called crime of the scene, my nanny called me that she tried Priscilla's number, it was ringing. So I now told the police. They said my sister's phone is ringing. They now tried my sister's phone was ringing. My younger brother now kept calling until one guy picked. He now said, you know who get this phone?
He said, yes, na my sister. You know, he said, you know, saying a girl get this phone and in an accident she gets. My brother now said, yes. He now said, you should come and collect the phone. So my brother now said, okay. So we now quickly went to the police station and told them that, see, oh, my sister's phone is still ringing. And the boy even told the boy even told my younger brother that he had to charge the phone so that he use it to call. She's using an iPhone. How did you get her password? So we even use the phone to even call out. So we went to meet the police. The police said my brother cannot go alone, that he needs to assign somebody to go with him. So that was when we now rushed to headquarters. Before we got back, we carried away and they didn't even assign anybody to take in there. From that day when we went to headquarters to report and the man called the TC, my sister's phone stopped going until today that I'm talking to you. We can't even track it. Police gave us a tracker. If we call him, you say we are disturbing him too much. That he's doing his work. That he will track it. At some point, he said the phone is in Kubwa. Before you know, he said this thing takes 6 months, 1 year, 3 months, that we should just exercise patience. Now the phone cannot be tracked. And then the boy, they put him in SAS. He has been in SAS according to them, and they released him on Friday without autopsy being conducted. So we are really seeking for justice. My sister's blood is crying out. She's crying because I know my sister is a good girl. I've been seeing messages. Some people were sending me messages, Olosho, this one, that one. All the guys that she has known, they know Priscilla. They know the kind of person she is. She has touched lives positively. So nobody will even use that one to even depress me. She appeared to one of her friends, one of her ex in the UK. And in that dream, she told the guy that he killed me. He killed me. So the guy was trying to ask her, who killed you? Before you know, she woke up. The guy woke up. So he said, look at what happened. Like, Priscilla was actually killed. Priscilla was actually killed. So her spirit is crying for justice. And I pray that Nigeria will not happen to my sister. Whoever is involved in this death, that person will pay with their life. The kind of pain they are causing my mom, causing each and every one of us, the person has to pay. So did you make statement to the police? Yes, they wrote statements. My uncle wrote statements. What about but you? me? Did you make statement to the police? No, the barrister said there was no need for me to make statements. So there is need for you to make statements because there are some things you said here, like you calling her, she asking you for 10,000 naira. You understand? Okay, yes. I wrote a statement. That was last week now. At week, which yes, of the office? Where did you make the statement? Which office? In state CID. Okay, so this case now, where is this case being handled now? This case? It's still in state CID. But we've already written a petition to headquarters. But I don't know how, if there is being pursued or something. Elle s'appelait Priscilla Ocheme. Elle avait des rêves, une famille, une voix, et cette voix a été réduite au silence. Mais autour d'elle, s'il vous plaît, les murmures persistent. Les incohérences ont été constatées. Les disparitions ont elles aussi été constatées. Les objets ont été volés. Et surtout, un téléphone qui parle après la mort. Un suspect qui fuit l'interrogatoire. Et un système qui refuse littéralement de voir la justice, de voir la vérité en face. S'il vous plaît, cette vidéo n'est pas un verdict. Cette vidéo n'est pas une condamnation. Non, loin de là mon intention. Cette vidéo, c'est un appel. C'est un appel pour ceux-là qui refusent que la justice soit une option. Oh my lovely goodness. Ici, j'ai toujours l'impression de faire une cacophonie. Je voulais plutôt dire ceci. C'est un appel pour ceux-là qui refusent que la justice soit une option. Un appel à ceux-là qui croient que chaque vie mérite des réponses. Un appel à ceux-là qui savent que derrière chaque dossier classé, il y a des familles qui pleurent des larmes de sang. Priscilla n'est pas un simple fait divers, bien sûr que non. Elle est une lumière qu'on a voulu éteindre. Mais tant que nous raconterons son histoire, tant que nous poserons les bonnes questions, tant que nous refuserons d'oublier, alors elle ne sera jamais vraiment partie. Maintenant, dear lovely God Besha, merci d'avoir écouté. Merci de vous souvenir et surtout, merci de ne du tout pas détourner
tourner le regard. Dear Lovely God Bish, c'est ici qu'on arrive au terme de l'histoire de Priscilla Ocheme. Si t'es resté jusqu'ici, s'il te plaît, écris en commentaire. Oh my God, quel mot est-ce que je dois choisir? Personnellement, j'ai même pas y pensé. Oh mon Dieu, j'ai même pas pensé quand j'écrivais le script. S'il vous plaît, écrivez ce que vous voulez en commentaire, mais commentez en abondance. Et maintenant, lâchez-moi une fois de plus votre plus gros pouce bleu en l'air. Partagez la vidéo pour que d'autres personnes sachent qu'ici on fait de très bon boulot. Dear Lovely God Bish, c'est tout pour notre histoire. On se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Mais avant, Dear Lovely God Bish, chichos, revenez s'il vous plaît. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez vos gros yeux si grands ouverts, car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.